Olivier Ferrari, bonjour. Je suis une personne active dans tout ce qui est un engagement en faveur de l'environnement, d'une économie réelle et d'une finance responsable qui rejoint le temps économique et industriel et non la spéculation à court terme. Je m'appelle Tim Genecan, alors je suis étudiant en économie et management et j'ai eu l'occasion de travailler sur cette œuvre avec Olivier Ferrari sur les accords bilatéraux et l'environnement. Pascal Ortelli, je suis responsable des éditions Pillet et Saint-Augustin à Saint-Maurice et de par ma formation antérieure, toutes les questions liées à l'éthique sociale chrétienne m'intéressent au plus haut point. Alors aujourd'hui, on va faire un peu le débat entre nous parce que c'est la première fois qu'avec Tim on est tous autour de la table et qu'on peut parler de cet ouvrage, Responsabilité sociale des États dans les accords bilatéraux à l'épreuve de la durabilité, enfin à l'épreuve de la transition durable, je dirais, les deux se rejoignant. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Il faut se rendre compte que l'économie mondiale aujourd'hui est principalement gouvernée par les accords bilatéraux entre différentes nations, États, zones géographiques, zones d'influence politico-économique, qu'à peu près 93 000 navires sillonnent le monde et transportent à peu près le 90% des marchandises que l'on utilise. Et ça, il faut s'en rendre compte. Alors, j'aime toujours un petit comparatif. Vous avez 20 de ces navires qui représentent pour un des gaz polluants dans l'atmosphère l'intégralité de ce que répond dans l'atmosphère le parc automobile mondial. Et on est en train de construire à peu près 3000 de ces navires pour assurer la croissance économique qu'il y a là-dedans. Donc si on regarde qui sont les acteurs au niveau du développement de notre société, on a l'entreprise qui va avoir ses salariés qui vont travailler, générer des revenus, qui vont acheter, dépenser. Ces salariés génèrent des impôts en faveur de l'État. Ces salariés un jour deviennent retraités. Ces retraités reçoivent des pensions soit de l'État, mais eux-mêmes vont repayer un impôt à l'État. Les sociétés qui ont occupé ces travailleurs et qui ont généré ces retraités qui arrivent payent aussi des impôts à l'État. Et en définitive, l'État a cette responsabilité de devoir assurer que tout le système est là et fonctionne bien. Eh bien, la durabilité, on est aujourd'hui confronté à des évolutions climatiques qui découlent, selon les différents rapports, de l'impact de l'activité humaine et de sa croissance. J'ai une question, Tim. Tu avais le choix d'aller travailler dans différentes institutions financières, des grands noms de la finance suisse, et j'en suis très fier. Hein. Je pense qu'on est un grand nom de la finance dans notre domaine de compétences. Mais tu nous rejoins chez Coninco à Vevey alors que tu aurais pu aller à Genève, voire à Zurich. Pourquoi? Alors oui Olivier, tout d'abord j'ai trouvé cette opportunité unique, j'ai vraiment apprécié l'offre. Ce qui était très intéressant c'était un projet que je ne pouvais pas avoir ailleurs, donc traiter des accords bilatéraux et de l'environnement. Euh, Ce projet, tu m'as donné confiance dès le début, donc c'est quelque chose où j'ai pu direct faire mes marques, prendre des initiatives. J'ai pu aussi travailler sur des sujets complexes, donc faire des recherches assez poussées, avoir cette vision holistique des choses et aussi affiner, on va dire, ma façon d'analyser les choses. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissant. Et c'était aussi par nos discussions qu'on a eues, on a eu beaucoup de discussions ensemble, où j'ai pu aller plus loin, chercher plus loin, et c'est quelque chose que j'ai vraiment pris avec. Et ça, j'aurais pas potentiellement eu dans d'autres institutions de pouvoir laisser ma plus-value, mon empreinte, et puis vraiment de grandir, de mûrir. Et c'était vraiment quelque chose que je recherchais, et puis que j'ai eu l'occasion d'avoir chez Conaco. Olivier, qu'est-ce qui vous a incité à collaborer avec M. Genecan et pourquoi avez-vous souhaité associer votre nom, enfin son nom au vôtre pour ce projet de livre? Alors, il y a une double question. Ma première réponse va répondre à peu près à la deuxième.
j'aime premièrement beaucoup travailler avec les jeunes. Pour moi, il est important de pouvoir avoir des gens qui ont cette recherche, qui ont une vitesse ou une certaine vivacité, que je ne dis pas qu'il n'existe plus à un certain moment, mais ils sont plus en phase avec les technologies, les moyens, les capacités de ressources, accès aux informations. En plus, il est dans un cadre universitaire qui lui ouvre des fichiers, des bases de données très riches. Et ce que j'aime bien, il a eu juste une parole avant, j'ai noté aller plus loin, chercher plus loin. Et ça, c'est absolument génial parce que il a cette curiosité. Lorsqu'on s'est parlé au téléphone, il était aux États-Unis. Quand je lui ai soumis le projet, parce qu'il mûrissait depuis un moment, ben, je dis, ben voilà, je vais le prendre. J'ai fait la proposition, puis j'ai dit, bon, soit il va dans une grande banque ou un banquier privé, s'il vient chez nous, c'est que vraiment le gars, il en veut. Et donc, en Inco, on a toujours engagé des jeunes, on les a toujours engagés. Là, on est 12, on travaille depuis 13 ensemble. Ils ont commencé à 18, entre 18 et 25 ans chez nous. Et ils sont toujours là aujourd'hui. Et on vient d'avoir un retraité à 78 ans qui vient enfin de partir. Alors, je dis enfin non, mais qui est parti à la retraite parce que c'est dans les deux sens. Mais voilà, c'est cette énergie, c'est cette connaissance qui était là et c'était important pour moi. En tant qu'éditeur, pourquoi avez-vous accepté de mettre en avant un tel sujet et quelle est l'idée derrière cette publication? Alors, c'est clair que les éditions Pillet, qui sont centenaires, mais qui ont fait l'objet d'une réactivation à quelques années, ce ne sont pas d'abord des éditions spécialisées dans le domaine économique. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce que ce livre fait là chez nous? Je dirais ce qui nous a séduit dans ce projet, c'est aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut aussi faire dans cette transition durable pour la favoriser et puis aussi pour prendre part à notre niveau de ces grandes questions. Donc ça, c'est déjà, je dirais, un premier point. Et aussi, de sortir aussi de notre zone de confort et de pouvoir travailler avec des gens comme Olivier ou vous, ou qui sont d'un tout autre milieu que le nôtre. Ça, c'est un premier point. Et je dirais un deuxième point, c'est aussi les valeurs véhiculées par ce livre, donc, et ce qui nous a plu, qui correspondent aussi aux valeurs de notre maison d'édition, bien sûr, mais moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'en un ouvrage, on a une sorte de synthèse, voilà, sur ces accords bilatéraux, sur tous ces enjeux mondiaux de globalisation. Et je dirais comme citoyen ou comme simple personne non spécialiste du sujet, on a quelque part une Bible à laquelle on peut se référer et qui, en un coup d'œil, je dirais pas qu'elle amène des solutions concrètes, mais nous sensibilise à des enjeux extrêmement complexes et nous aide à les décortiquer pour que chacun puisse savoir se faire sa propre opinion et à son niveau se dire comment je peux agir. Olivier, quels sont les enjeux environnementaux et les défis liés à la croissance économique mis en avant dans cet ouvrage? Il y a plusieurs éléments que je veux aborder. Il y a d'abord le concept du dépassement écologique, le fameux jour du dépassement. C'est à savoir, c'est à quel moment notre manière de vivre, nous avons dépassé la capacité de la planète à reproduire, à reconstituer les stocks que l'on consomme. En 2023, on l'a dépassé le 2 août. Vous imaginez, ça veut dire qu'on a vécu août, septembre, octobre, novembre, décembre à crédit. Mais là, c'est un crédit important parce qu'on continue à creuser. Donc, on réduit ces jours parce qu'on consomme déjà l'année suivante. Une banque vous dira, comme il n'y a plus de crédit, faut trouver une solution. Là, on doit la trouver. Après, il y a cette notion, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, les États, on le voit par les conférences sur les partis, n'arrêtent pas de mettre en avant l'impact carbone. Alors, j'ai toujours ce clin d'œil qui dit le carbone, c'est le nutriment de l'environnement. Alors, si je fais un détail, le carbone est le nutriment de l'environnement. On éradique des forêts qui est un consommateur de carbone, qui se nourrit du carbone. On tue des terres par une chimie qui captait du carbone qui nourrissait la plante. On y met de l'azote, on va y mettre des engrais qui vont polluer les ressources d'eau douce.
Donc on voit qu'on a un cycle qui se met et on dit en arrêtant le carbone, en réduisant le carbone, on va changer les choses. Non, c'est une illusion. On est en train de juste retirer la nourriture de la nature. C'est une étude qui est sortie dans Science et Vie en début d'année. À l'époque des dinosaures, il y avait 2000 particules dans l'atmosphère, les fameux ppm. Aujourd'hui, on a passé de 350, qui était une limite à ne pas dépasser pour être à 430. Je me pose des questions. Donc, il y a ce point-là. Donc, il y a les perspectives historiques, il y a le modèle de croissance que l'on veut avoir et on essaie de faire un parallèle entre les deux. Et je prendrais celle du charpentier qui dit, bon, ok, j'ai une belle forêt, je vais abattre des arbres pour faire ma charpente. Il ne les replante pas. Puis le lendemain, il va rabattre des arbres. C'est sûr que la première, deuxième, troisième génération, ils abattent des arbres, ils abattent des arbres. Bon, ils voient que ça commence à s'éclaircir. Et tout d'un coup, il y a ce jour où, et dis donc, les gars, on a oublié de replanter des arbres. Puis il ne faut pas juste 10, 20 ou 30 ans pour replanter des arbres pour une nouvelle charpente. Mais de l'autre côté, il y a une population qui continue à arriver. Donc, on doit répondre à ça et on aborde ces sujets-là. Après, il y a les inégalités de consommation et les politiques internationales. Ce qui est intéressant, si vous prenez une longitude, dites, allez, je pars de la Suède, et vous regardez quand vous arrivez en Afrique du Sud, et vous regardez chaque pays, quel est son stade de développement, quelle est la consommation que l'on retrouve, quel est l'impact à l'environnement. Et bien là, on voit des inégalités absolument incroyables. Donc ça, c'est un point qu'on aborde. Et puis naturellement, on soulève des réflexions sur tout ce qui est l'impact de la croissance exponentielle en explorant des mesures correctives. Voilà un peu l'idée. Mais Tim, moi j'ai un point, on parle de la responsabilité des États dans les accords bilatéraux, d'accord. C'est vrai que quand on a dû choisir des pays pour apporter une réflexion, on a choisi le Nigeria, la Suisse et l'Arabie Saoudite, d'accord. Pourrais-tu nous parler un peu de ces trois États? Alors, on n'a pas voulu prendre un État français, allemand ou américain ou chinois, parce qu'à quelque part, c'était rentré dans une réflexion, certains auraient voulu dire politique. Et tout l'ouvrage, hein, on est d'accord, il n'est pas construit dans une démarche politique. Il est construit dans une réflexion qu'on veut apporter à tout un chacun qui puisse se poser ça. Vas-y, explique-moi le sujet. Alors oui, ce que je trouve très intéressant, c'est que nous avons pris 3 pays avec des contextes socio-économiques complètement différents. Donc c'est vraiment 3 dynamiques qu'on ne peut pas du tout comparer. Donc premièrement, on a commencé par la Suisse. Donc la Suisse, on a beaucoup d'argent, donc le gouvernement peut allouer beaucoup d'argent et ils sont focalisés sur le bien-être social, l'infrastructure, mais aussi très intéressant sur l'éducation. L'éducation va permettre d'avoir une vision à long terme. Donc on pourra ensuite, par exemple, c'est un investissement pour les technologies vertes, pour nos futurs étudiants, étudiantes. Et donc ça va permettre à la Suisse d'avoir une empreinte, on va dire, écologique assez faible. Ils vont réussir à contrecarrer leur consommation. Ensuite, d'un autre côté, on a l'Arabie Saoudite. Donc, comme on le sait tous, c'est un énorme producteur de pétrole. Et là, leur problématique, où on a décelé, c'est qu'ils ne vont pas tacler, on va dire, la source au problème. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plutôt acheter des forêts à l'étranger pour justement compenser, on va dire, leur empreinte. Et ça, on va dire que ce n'est pas une solution durable sur le long terme. C'est, on va dire, pousser le problème ailleurs, dans un pays tiers. Et ensuite, on a le Nigeria où eux, ils ont encore d'autres défis. Ils sont encore, on va dire, dans l'éclosion économique, mais aussi sociale. Donc l'État a aussi pour but, déjà la première responsabilité, c'est ses habitants. Donc c'est la nourriture, ça va être l'éducation, ça va être aussi les soins. Et eux, malheureusement, ils vont moins pouvoir se poser la question sur les priorités écologiques. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir, pas comparer, mais de mettre en parallèle ces 3 pays pour aussi comprendre où on est et qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens que l'on a à disposition. Merci Tim. Moi, j'aurais encore une question. Pourquoi les étudiants et les jeunes devraient-ils lire ce livre? Et puis, on a beaucoup parlé durabilité, transition durable, mais qu'est-ce que l'État peut faire là aussi au milieu et aussi pour les jeunes? Effectivement, donc, dans notre réflexion, on touche à des sujets cruciaux et surtout contemporains. Donc je pense que c'est
très important de comprendre dans la sphère où on vit en tant que jeune. C'est aussi une sorte, en lisant ce livre, une conscientisation sur des sujets peu évidents, peu complexes, et qu'on ne va pas forcément s'intéresser aussi facilement sur les réseaux sociaux ou quand on est le dimanche en train de regarder son téléphone. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Ça va amener aussi une compréhension des enjeux mondiaux. Donc on parle beaucoup cette fois de l'armement de nos jours, et de l'autre côté on a le financement climatique. Donc comprendre quels sont les enjeux, je pense, c'est aussi fondamental. Et c'est vraiment, on va dire, expliquer de la plus simple des manières, et on peut comprendre qu'est-ce qu'il pourra avoir comme impact. Et d'un autre côté, on a justement tout ce côté éducatif que l'État peut nous apporter. Donc pour nous, étudiants, ils ont pour moi un rôle carrément prédominant qui joue dans ça. C'est comment ils vont, donc comme je l'ai dit avant, allouer leur budget, et quelle va être aussi leur stratégie. Parce qu'au compte fait, l'argent c'est quelque chose, mais c'est vraiment avoir une stratégie à long terme, pouvoir travailler avec les universités, ou si par exemple quand on fait un projet comme ça, c'est de pouvoir le mettre en avant et aller vraiment le partager, donc en allant dans les universités, etc. Et c'est quelque chose que l'État peut justement aider, et je pense qu'en Suisse on a de la chance pour ça, c'est qu'on a toute la structure pour y réussir. Olivier, pourquoi monsieur et madame tout le monde devrait lire ce livre que vous avez caractérisé de roman biographique sur la durabilité? Intéressant. C'est vrai qu'on a relevé, c'est vous qui nous direz, l'éditeur, si on a relevé le défi que autant les étudiants, les jeunes accèdent à ce livre, que monsieur et madame tout le monde. On a une prise de conscience, et je vous ai tenu préalablement au propos en disant il est apolitique. Pour ça qu'on a fait des choix de 3 pays, la Suisse parce que c'est le nôtre, on y est, donc c'est normal. Et après, on a été chercher 2 entités. Je peux le dire un peu là, on a été chercher l'Arabie Saoudite parce qu'il vient dans un monde qui est en train d'émerger. Ils ont des projets à milliards qui se construisent au Moyen-Orient. On a choisi Nigeria parce que l'Afrique est un continent qui devrait passer de 1,3 milliard d'habitants à 4 milliards ce siècle. Donc imaginez si les 2,7 milliards qui arrivent se développent comme la Chine a mis en place, on est d'accord, un développement économique de force, on a un problème. Et pourtant, tant l'Arabie Saoudite que l'Afrique ont droit à une qualité de vie que l'on a eue. Donc ce qu'on a vu au travers du livre, si on passe à travers, on verra, on cherche à ce que les gens puissent comprendre les défis environnementaux. On a parlé du dépassement écologique, on a l'épuisement des ressources, cette empreinte carbone qui est quand même là parce que réduire la consommation des énergies fossiles, je vais être paradoxal, réduire la consommation des énergies fossiles, c'est se prémunir à futur d'un long terme de développement économique pour d'autres applications dont on a besoin de ces énergies. En fait, on n'a pas besoin des énergies, on a besoin d'énergie et on a besoin de matières premières qui ont d'autres applications que juste les brûler pour produire de l'énergie. Il y a ce lien entre politique et environnement. Quand j'expliquais avant le rôle de l'État, l'entreprise, le salarié, le retraité, tout ceci est interconnecté. Eh bien, quand j'ai cherché la notion de responsabilité sociale des États, on aurait pu parler, il y en a qui m'ont dit, quand j'en parlais comme ça, oui, mais tu as les conférences des partis. Non, les conférences des partis se concentrent uniquement sur un aspect lié du changement climatique. Nous avons 9 limites planétaires. J'abordais le changement d'affectation des sols, le problème de l'eau douce, les polluants atmosphériques, l'azote, le phosphore, tous ces éléments. Il y a 9 limites totales qui sont là et où l'on peut agir. Il y a une responsabilité personnelle et collective. Et je regretterais que si personnellement nous n'agissions pas collectivement, que l'État vienne imposer des critères. Donc on ne doit pas réduire la qualité, on doit en changer le sens de cette qualité. Enfin, c'est quand on parlait les deux, c'est vraiment ce que Tim a tout de suite pris, parce qu'on est 2 auteurs sur un livre, et j'ai dit, Tim, à la fin, tu dois pouvoir le signer, mais moi aussi, je dois pouvoir le signer sur tes propos. Je te demande pas de penser ce que je pense, je te demande d'avoir ta pensée. Tu te rappelles quand on a eu ce débat dans le bureau à côté? Voilà, il y a
une inspiration pour l'engagement qu'on veut donner. Alors, tu parlais d'éducation aussi. On a un nombre d'analyses détaillées de domaines chiffrés qui sont là et certains sujets qu'on a essayé de décomplexifier dans le sens de rendre moins complexes pour les rendre en large public. Ça, c'est important. Ce qui est intéressant, on parle de cet accord de Stockholm en 1972. C'est ce qui m'a fait dire que quand je relisais, c'est un roman, c'est une biographie de la durabilité, c'est vrai, parce que on parle des débats publics qu'il y a eu, on a ces notions d'éducation et autres, on a la promotion de la transparence et de responsabilité, comment dans les accords, on a analysé aussi 3 des plus grands accords mondiaux, on les a décortiqués. Là, il y a un travail de fou qu'a fait Tim pour décortiquer tout ça. On veut arriver à des solutions concrètes applicables. On n'a pas toutes les solutions, on n'a pas les réponses. On a des cas d'études inspirants. Il y a un ouvrage, on fait référence, il s'appelle le Drawdown. Comment inverser le cours du réchauffement planétaire. Ce qui est extraordinaire dans cet ouvrage, 80 chercheurs, je veux dire, loin les politiciens, tout ça, on se met ensemble, publie une Bible d'à peu près 560 pages et il donne comment est-ce qu'on pourrait retirer 1000 gigatonnes de carbone. Nous allons en mettre 1000 de plus d'ici 2050 et ils disent comment on peut en retirer 1000 avec des développements économiques insoupçonnés. Et là, vous avez le lien. C'est que si les investisseurs qui ont les moyens du capital temps long, du capital patient, du capital économique, du capital industriel, du capital économie réelle, l'État va imposer ses investissements. Et là, c'est perdu. Parce que tout arrivera en même temps et tout à chacun, il se passera ce qui vient de se passer dans la finance. Il y a 5 ans, j'aimais bien dire, des gens comme nous, quand on parlait de durabilité, puisque ça fait 21 ans qu'on en parle, pendez-les pendant qu'il y a encore des arbres, des gens comme ça. Il y a eu les années Greta, aujourd'hui, tout le monde est devenu ESG, responsable et autres. On a un greenwashing absolument extraordinaire. Donc, on a voulu sortir de tout ça et arriver vers ces solutions et des cas d'études inspirants. Je dirais, on recherche une société plus consciente, responsable et engagée dans la préservation de l'espace naturel pour les générations actuelles et futures. Alors, est-ce que nous-mêmes, on est 100% propre? Bien sûr que non. Il ne faut pas rêver. Et c'est peut-être le message que je voudrais donner là. Mais bon, j'ai une petite question là. Vous, c'est bien gentil de nous questionner, mais vous pensez quoi de cet ouvrage? Alors pour un éditeur, je serais comme nous, la force de cet ouvrage, c'est qu'en fait il s'agit du premier sur cette question-là. La responsabilité sociale des États dans les accords bilatéraux. Donc c'est assez rare qu'on puisse faire une première mondiale sur le sujet. Et puis, je dirais, là je vais aussi laisser parler les auteurs en reprenant un de leurs passages à la fin d'introduction. Pour moi, tout est dit dans le dernier paragraphe de l'introduction. Par une enquête ambitieuse qui navigue à travers l'histoire, l'économie, la gouvernance et l'environnement, il est possible de poser de solides fondements pour une exploration approfondie de la responsabilité sociale étatique dans le contexte de la mondialisation. En anticipant les conclusions de l'ouvrage, nous vous invitons à considérer la complexité des enjeux actuels et l'importance cruciale d'une gouvernance innovante et adaptative pour relever les défis de notre temps. Et je dirais, on est quand même dans un monde où aussi, avec l'accélération des phénomènes, les réseaux sociaux qui tendent à se simplifier, on a un livre qui fait droit à la complexité, mais une complexité qui est rendue accessible au plus grand nombre. Donc effectivement, on a une base solide pour aborder la suite. Et là, je lance aussi un défi aux auteurs. Je dis, maintenant... étape suivante, pourquoi pas une feuille de route avec des recommandations à transmettre aux États. Voilà, on sait. Vous, Olivier, vous avez participé à la dernière COP. Il y aurait peut-être encore quelque chose, une suite à faire, je dirais au niveau peut-être d'un guide à l'usage des États, des politiques gouvernementales, sur cette base-là. On ne s'y attendait pas, celle-là, mais elle a du sens. Et du coup, pour rebondir à vos propos, qu'est-ce qui vous a concrètement marqué dans cet ouvrage ? Alors moi qui ne suis pas un économiste de formation, qui suit toutes ces questions liées à la crise climatique par les informations, ce qui m'a énormément plu,
c'est d'entrer dans ces accords bilatéraux, entrer dans les dessous de ces conférences des parties. Et puis, j'ai aussi mieux compris pourquoi ça prend autant de temps à mettre en place, à faire bouger les choses. Il ne suffit pas d'un coup de baguette magique. C'est que les dispositifs sont là, mais ils sont tellement lourds, tellement complexes, il y a tellement de parties prenantes et de tenants et aboutissants que oui, c'est normal que ça prenne du temps, mais alors qu'on n'en a pas ou qu'on n'en a plus. Donc je dirais comment faire maintenant pour faire accélérer les choses, et je pense que c'est en tout cas pas en revenant à des simplifications et des réductions de la pensée, mais c'est justement au travers d'ouvrages comme celui-ci qui font le pont, où il y a une recherche académique solide derrière et toute une recherche d'arriver à parler au plus grand nombre. Et c'est seulement en faisant je pense, ce pont, en fait, en tenant les deux dimensions, de la complexité et d'une certaine simplicité dans le propos derrière, qu'on pourra essayer de faire avancer plus rapidement les choses. Au risque sinon de tomber dans des simplifications, des idéologies et puis des solutions moralisantes qui n'ont pas, je dirais, lieu d'être. J'aimerais féliciter le graphiste que vous avez choisi aux éditions Pillet. Sincèrement, je vous ai donné l'escalier de Penrose, cet escalier infini qui ne cesse de croître, et il en a fait une transcription de cette croissance infinie qui offre une illusion dans un univers fini et qui est en train de consommer les ressources d'une planète. Et cette poignée de main qui est donnée et qui est tout ce symbole que aujourd'hui on peut faire causer les armes, mais à un moment donné, il faut juste tendre la main à l'autre. Ça sera peut-être mon seul pic politique. Tu me l'accordes celui-là, Tim? Je te l'accorde. Merci. Merci. Merci beaucoup.